Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Pauline. Bonjour Armelle, bonjour à toutes et à tous. Alors, on est reparti sur les lundis du CEP, webinaire 100% gratuit, proposé donc pour découvrir les dispositifs d'évolution professionnelle. Je vais poursuivre donc en termes de... Pour les questions par rapport à ce webinaire, donc effectivement, vous pouvez les poser tout au long de ce webinaire dans la partie questions, effectivement, et chat. On les regardera au fur et à mesure et si besoin, Marlène nous précisera à ce moment-là. Les lundis du CEP sont effectivement à destination des salariés et des indépendants. Ils ont été effectivement créés pour vous. Ce sont des webinaires en ligne, des webinaires 100% gratuits avec différentes thématiques professionnelles animés par des experts, des conseillers. On va se présenter bien sûr et puis ils seront effectivement en replay si besoin. Alors, moi, je suis Armelle Téchenet, conseillère en évolution professionnelle et aujourd'hui accompagnée de... Pauline Thiermourg, enchantée à toutes et à tous, conseillère donc en évolution professionnelle également sur la Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, et plus précisément, nous sommes au CIBC 33. Donc, moi, je suis à Bordeaux et Pauline sur l'antenne de Langon. Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi ? C'est un processus d'appui de tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Ce processus est gratuit, il est personnalisé. On est dans un process de neutralité, de confidentialité, de proximité. Pour qui? Donc, effectivement, le réseau EVA bénéficie, plus précisément, les bénéficiaires sont les salariés du privé, les indépendants. Et puis, comme vous pouvez le voir, donc l'APEC s'occupe des cadres, le Pôle emploi s'occupe des demandeurs d'emploi, les missions locales pour les moins de 26 ans et le Cap emploi pour les personnes en situation d'handicap. Salariés du privé, une petite précision, donc en CDI, CDD, les intérimaires, apprentis et donc les indépendants, artisans, commerçants, quel que soit l'âge, le secteur, le statut ou encore le niveau de qualification. Ensuite, quel est l'objectif? Alors, l'objectif, le CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle, accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser une évolution professionnelle, développement des compétences, une reconversion ou transition professionnelle, la reprise ou création d'activités, une certification professionnelle et une mobilité interne ou externe. Comment ça se passe? On propose des conseils individualisés et adaptés pour exprimer sa demande et ses besoins. Et puis ensuite, suivant effectivement la demande, vous accompagnez lors d'un accompagnement personnalisé et vous amenez à construire un plan d'action pour la mise en œuvre. La thématique d'aujourd'hui, comment valoriser son expérience, ses compétences. Donc sur 1 heure de temps, nous allons parler de la validation des acquis de l'expérience et du certificat CLEA. Sur la partie VAE, je passe la parole à Pauline. Merci Armelle. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on parle de la valorisation des compétences et on pense donc qu'il est important dans un premier temps de savoir de quoi l'on parle lorsqu'on parle de compétences. C'est tout ce que l'on active lorsqu'on planifie et qu'on réalise des activités professionnelles, donc tous les acquis que l'on a en situation professionnelle, mais j'ajoute aussi les situations extra-professionnelles pendant lesquelles on est amené à développer aussi de multiples compétences, tout ce qui peut être, je ne sais pas, des engagements bénévoles, des activités autres que celles qui sont spécifiquement professionnelles et qui ont leur importance. Donc, dans le développement de ce qu'on appelle les connaissances,
le savoir, donc ça peut être des connaissances qui sont liées à des secteurs d'activité, à des réglementations spécifiques par exemple. Il y a également des compétences qui sont liées à la pratique, donc au savoir-faire. On parle à ce moment-là de compétences dites plus techniques, lorsque, par exemple, on accueille un client, lorsque on met en place une procédure, par exemple. On va être sur des savoir-faire techniques et puis des attitudes, les savoir-être, qu'on appelle aussi des qualités ou des compétences comportementales, qui peuvent être les capacités d'adaptation, les capacités d'organisation, voilà, qui ont trait à nos attitudes et qualités professionnelles. Et donc, on peut résumer la compétence ainsi, c'est ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Lié à un contexte professionnel ou extra-professionnel, comme je vous disais, et avec une idée de construction, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que je crée, comment j'œuvre dans ma pratique au quotidien. Voilà pour les compétences. Et l'intérêt de valoriser ces compétences, eh bien, c'est que aujourd'hui, on constate que se présenter par son métier, ce n'est plus suffisant. On a souvent plus vraiment la notion de carrière. Ça existe, ça peut encore exister, mais c'est vrai qu'on est souvent amené à changer d'entreprise, à changer de type de poste, de métier. Et donc, on se rend compte que pour trouver un nouvel emploi, pour candidater en formation également, ou réfléchir à son orientation professionnelle, il est important de savoir connaître d'abord son bagage, j'appelle ça le bagage professionnel, c'est-à-dire ses compétences que l'on va pouvoir également transposer, transférer sur d'autres types de postes que ceux que l'on a occupés jusqu'à présent. Donc, faire l'inventaire de ses compétences, c'est être en capacité de mettre davantage en valeur une candidature, de savoir mieux se présenter. Si je sais présenter ce que je sais faire, j'ai des chances que ça puisse intéresser aussi une entreprise potentielle, une structure, voilà, qui cherche également des compétences, une personne qui sache faire des choses particulières sur un type de poste. Et réfléchir sur ses compétences, c'est également faire le point sur ce que l'on souhaite continuer à faire ou pas et pouvoir réfléchir à un nouveau projet. On se rend compte effectivement, lorsqu'on est sur un projet de réorientation, qu'il est important de savoir ce qu'on veut, on va pouvoir mettre en œuvre pour la suite et qu'au contraire, on préférerait laisser de côté parce qu'on a peut-être moins apprécié ou on se sent moins en capacité de faire certaines choses. Comment valoriser ces compétences? Eh bien, vous pouvez être accompagné, Armelle vous présenter le service de CEP, de conseil en évolution professionnelle. N'hésitez pas à faire appel à un conseiller, puisque c'est un service public qui vous est accessible gratuitement et vous pouvez donc être conseillé sur cette partie de valorisation des compétences. Pour valoriser ces compétences, donc il est important d'abord de savoir les recenser, identifier les expériences qui ont été vraiment significatives dans votre parcours, aussi bien professionnel que personnel. Donc ça, c'est important déjà de pouvoir faire le point sur tout ce que vous avez à réaliser jusqu'à présent. Que vous puissiez prendre du recul également sur votre pratique et votre degré de maîtrise. Voilà, ce que l'on maîtrise plus ou moins en fonction des appétences et aussi de peut-être la régularité avec laquelle on a mis en œuvre certaines de nos compétences. Il est important aussi de décrire et de classer ses savoir-faire, d'analyser ces attitudes, comment je me comporte en milieu professionnel, quels sont mes fameux atouts, et de définir un objectif ciblé. Donc, la manière de valoriser ces compétences, toutes ces étapes sont parfois difficiles à mettre en œuvre lorsqu'on est seul. C'est pour ça que l'appui d'un conseiller peut être intéressant pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir avoir un avis extérieur et vous aider à verbaliser aussi ces fameuses compétences.
Il y a des dispositifs spécifiques et le service public, donc vous l'aurez compris, le service public, c'est le service de conseil en évolution professionnelle qui va vous permettre de formaliser un projet, de sécuriser votre parcours dans le cadre de votre évolution professionnelle. Mais il y a aussi deux dispositifs assez spécifiques qui vont permettre de valoriser vos compétences. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui permet de faire reconnaître son expérience grâce à l'obtention d'une certification. On va rentrer dans le détail juste après de ce dispositif. Et un deuxième positif que vous présentera un peu plus en détail Armelle, qui est la certification CLEA, qui permet de maîtriser et de faire reconnaître un socle de connaissances et de compétences professionnelles. Voilà. Donc, vous aurez plus de précisions à venir. La VAE, qu'est-ce que c'est ? Donc la VAE, c'est un dispositif dont on entend beaucoup parler, mais qui est parfois un peu complexe à cerner. Donc, il s'agit avant tout de savoir faire reconnaître ses compétences grâce à son expérience. Ça permet, la finalité est d'obtenir une certification, mais ça va être un chemin différent de celui de la formation. Vous le voyez avec le petit schéma qui s'affiche. D'un côté, vous avez le parcours de formation qui permet de participer, de bénéficier d'enseignements théoriques, de réaliser des stages pratiques. Donc, on parle d'aller en formation parce qu'effectivement, on suit un enseignement, que ce soit en présentiel ou en distanciel, mais en tout cas, on suit un parcours de formation qui nous permet de passer des examens et de valider, ou pas d'ailleurs, une certification. Dans le cas d'une VAE, on va se baser sur l'expérience. On va essayer de mettre en valeur les compétences que l'on a, de présenter un dossier, vous allez voir en quoi ça consiste, qui va être évalué. Donc, on appelle ça l'évaluation et qui va permettre ou pas à nouveau d'obtenir la certification. Donc, l'idée n'est pas d'aller en formation cette fois-ci, mais bien de venir justifier, de venir démontrer les compétences que l'on a en lien avec la certification que l'on vise. Voilà un peu la différence entre les deux chemins. La VAE donc permet de valoriser ses compétences. Donc, vous voyez que les compétences, elles sont importantes, mais le diplôme peut l'être aussi. Donc, on peut parfois mettre en valeur simplement des compétences et parfois on se dit, ce serait bien que je puisse vraiment valoriser, faire reconnaître à un moment donné tout ce que je sais faire pour obtenir un diplôme. Alors, vous allez voir, on parle de certification au sens large et vous allez pouvoir constater les différences qu'il y a. Et donc, cette certification va permettre de pouvoir postuler un emploi, d'intégrer une formation, de passer un concours ou simplement voilà, d'avoir une reconnaissance personnelle, professionnelle de ses compétences. Donc, on parle de certification parce que vous voyez qu'elles englobent trois grands types, à savoir les diplômes. Les diplômes sont délivrés par les ministères de l'Éducation nationale, de la santé ou de l'enseignement supérieur. Donc, les diplômes vont être des CAP, des BEP, des BAC, BTS, par exemple. Et puis, tous les diplômes qu'on va trouver dans l'enseignement supérieur, qui peuvent être des licences, maîtrises, doctorats. Les diplômes de la santé étant des diplômes d'État aussi, qui correspondent à des métiers spécifiques. Il y a des diplômes d'État d'infirmière, d'aide-soignante, par exemple. Donc ça, c'est la grande famille des diplômes. Mais il existe aussi des titres qui, eux, vont être délivrés par le ministère du Travail, par les chambres consulaires qui peuvent être les chambres de métier et de l'artisanat ou chambres du commerce, et des organismes de formation aussi directement. Donc, ces titres sont très souvent des certifications qui sont en lien direct avec une activité professionnelle et donc très professionnalisantes. Voilà. Et puis, les CQP, qui sont des certificats de qualification professionnelle qui émanent directement des branches professionnelles qui souhaitent donc professionnaliser certains de leurs métiers. Je pense à la branche professionnelle du domaine de la sécurité, par exemple, qui veut professionnaliser ses métiers et qui met en place des CQP qui permettent de pouvoir travailler, parfois obtenir des cartes professionnelles qui permettent d'exercer des métiers spécifiques.
La VAE, pour qui eh bien, le cadre légal précise que la VAE est un droit pour toute personne, donc quel que soit son âge, sa nationalité, son statut, son niveau de formation, et quel que soit aussi son type d'expérience, puisque on peut s'engager dans un dispositif de VAE grâce à une expérience salariée, indépendante, bénévole, syndicale ou en tant qu'élu, par exemple. Toutes ces expériences peuvent être valorisées à travers la VAE. Il va cependant falloir fournir des justificatifs, et ça c'est une dimension très importante dans la VAE. Il va falloir donc justifier d'au moins 1 an d'expérience, à l'équivalent d'un temps plein, que ce soit en France ou à l'étranger, en continu ou non. En continu ou non, mais sur une période assez récente, finalement, on se rend compte sur les diplômes, c'est-à-dire qu'une expérience qui remonterait à de nombreuses années auparavant et qui n'aurait pas été réitérée par la suite peut être difficile à justifier dans le cadre d'une VAE, mais on peut avoir travaillé avec des coupures sur certains métiers ou domaines d'activité sur les années qui viennent s'écouler. Et le tout est de comptabiliser 1 an, même s'il y a eu des coupures dans cette expérience. Il faut bien sûr que cette année d'expérience soit en lien direct avec la certification visée. Autrement dit, si je vise un diplôme d'état d'aide-soignante, par exemple, il faut bien que j'ai réalisé les activités et bien que j'ai les compétences qui correspondent à ce qui est demandé dans le diplôme d'état d'aide-soignante. Donc, c'est le cas puisque on a souvent des métiers que l'on exerce sans pour autant avoir le diplôme ou en tout cas des tâches que l'on réalise sans avoir le diplôme. Mais c'est important en tout cas que ce soit bien en lien, voilà, que les deux soient très liés. Et donc la justification, eh bien, ça peut être des bulletins de salaire, des certificats de travail, des extraits cabis lorsqu'on a été indépendant, des attestations de bénévolat lorsqu'on a effectué du bénévolat. Voilà, tout justificatif qui vient prouver le type d'activité que vous avez faite, la durée et voilà, la temporalité. La notion de temporalité est importante dans les justificatifs. La VAE, donc... Pauline, je t'interromps avant que tu penses à la suite. Nous avons une question de Cathy qui voudrait savoir si les auto-entrepreneurs sont inclus dans les indépendants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on parle des indépendants, c'est quel que soit le statut d'indépendant, voilà, quelle que soit l'activité. Il faut bien sûr fournir les justificatifs, comme je vous disais, ça peut être un extrait cabis, si tant est que l'extrait cabis, lui, va donner l'indication d'immatriculation de votre entreprise. Il est intéressant aussi d'avoir peut-être des déclarations URSSAF ou un document qui justifie la durée de l'activité que vous avez eue. Donc, les démarches de la VAE, dans un premier temps, donc on a identifié 3 grandes étapes. La première, c'est identifier la certification adéquate. Une étape très, très importante, puisque les compétences que vous allez pouvoir valoriser et mettre en œuvre vont dépendre du contenu de cette certification. Pour identifier donc la certification qui va être adéquate et qui va correspondre à votre expérience, vous pouvez, en fonction des régions, faire appel à un conseiller qui exerce dans un point régional du conseil à la VAE. Vous avez la liste qui est consultable via le site vae.gouv. Donc là, vous trouverez des conseillers qui vont pouvoir vraiment agir au niveau de la VAE, savoir si cette démarche est pertinente et savoir quelle certification peut correspondre à votre expérience. Et vous pouvez aussi, bien sûr, faire appel à votre conseiller en évolution professionnelle pour identifier, l'important c'est d'abord d'identifier ce que l'on sait faire, de ce que l'on a acquis à travers toutes nos expériences pour pouvoir ensuite mettre en comparaison ces acquis, ces fameuses compétences avec ce qu'on appelle le référentiel de la certification, c'est-à-dire le contenu, ce qui est demandé en termes de compétences dans l'évaluation finale de la certification.
Pauline, Oui. une petite question. Donc, en fait, on peut, dans la démarche VAE, on peut avoir une idée précise d'une certification ou alors ne pas avoir d'idée précise, c'est ça. Et le conseiller peut nous aider dans l'identification. Tout à fait. Tout à fait. Des fois, je prenais l'exemple d'aide-soignante tout à l'heure avec le diplôme d'état d'aide-soignante. Il est vrai que quand on a eu voilà, une activité où on sait qu'on est assimilé à un poste d'aide-soignante au sein de la structure où on travaille, on peut se dire que de manière assez évidente, on va se diriger vers ce diplôme. Mais ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours un diplôme qui correspond pile poil à un métier. On a parfois une expérience hétéroclite ou des postes qui n'ont pas été, qui ne sont pas définis en tant que tels dans une certification. Et donc, du coup, il va falloir trouver celle qui correspond au plus près de ce que l'on sait faire. Et Pauline, excuse-moi, pour faire le lien avec une question donc, de Joanne, dans le cas de cette VAE, est-il possible de mettre en avant des compétences acquises lors de nos précédents emplois? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de mettre en valeur, vous allez le voir, on parle du livret 2, c'est-à-dire le fameux dossier dans lequel vous allez pouvoir raconter, décrire, analyser toutes vos compétences et vous allez bien sûr contextualiser ces compétences, c'est-à-dire à quel moment vous les avez acquises, comment vous avez pu les développer et donc vous pourrez faire appel, j'allais dire, à des expériences plus anciennes. Mais il est vrai que si, par exemple, vous visez une certification sur une seule expérience que vous avez eue 15 ans auparavant, en lien aujourd'hui avec une certification, ça risque d'être peu évident puisque les métiers changent. Les métiers changent dans la posture, dans les outils que l'on utilise. Donc, on peut avoir une expérience qui remonte dans le temps, mais il est vrai que ce sera plus confortable pour vous qu'elle soit proche en termes de temporalité du moment de cette fameuse demande de recevabilité qui est l'étape 2. Ça va? Il y a d'autres questions peut-être? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, ok. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a bien identifié sa certification, c'est de déposer une demande de recevabilité. Donc là, la demande de recevabilité, qu'on appelle aussi le livret 1 de la VAE, permet, et la première étape à franchir pour savoir si oui ou non, on va pouvoir engager la suite des démarches dans sa VAE. Donc, on adresse cette demande à l'organisme qui est responsable de la certification visée. Là aussi, l'appui soit du point régional conseil VAE, soit du conseiller en évolution professionnelle va être important parce qu'on ne sait pas toujours qui a la responsabilité de la certification. Donc, en fonction du type de diplôme, de titre, de CQP, voilà, des professionnels vont pouvoir vous indiquer à qui vous adressez. Et il va être vérifié donc par cet organisme les conditions d'accès, à savoir l'année d'expérience en lien direct avec la certification. Voilà. Donc, ce livret 1 correspond finalement à une demande. Il y a un CERFA que vous pouvez trouver en ligne sur le site de vae.gouv notamment, le fameux livret 1. C'est un CERFA, donc un document administratif que l'on peut compléter où l'on va donc avec répertorier tout ce qui est de l'ordre de l'état civil, etc. Mais surtout un tableau avec les activités et les compétences que l'on a développées en lien avec la certification. Et donc, on va pouvoir y transmettre aussi les fameux justificatifs dont on parlait avant, qui permettent de vérifier tout cela. Cette demande de recevabilité est étudiée. L'organisme a 2 mois pour vous adresser une réponse et vous transmettre donc un accord de recevabilité. Si toutefois vous répondez bien aux conditions d'accès et aux critères de la VAE. Et une fois que vous avez donc cet accord de recevabilité, vous pouvez engager votre dossier, le fameux livret 2,
qui est le document que vous allez produire. Alors, document conséquent en général sur une VAE qui fait plusieurs dizaines de pages. Le document que vous allez présenter au jury pour une évaluation finale. Donc, ce document va retracer la description et l'analyse de vos compétences, dans quel contexte vous les avez mises en œuvre, avec éventuellement des annexes qui présentent des justificatifs de travail aussi, sur ce que vous avez pu faire comme réalisation pendant vos expériences professionnelles. Donc, on appelle ce dossier le dossier d'analyse de l'expérience, que le jury va prendre le soin de lire, d'étudier. Il y a parfois une mise en situation qui est à effectuer lors du jury final, pour certains titres notamment. Et puis un entretien final, l'oral, que vous allez passer avec le jury, qui va vous interroger sur certains points qu'il aura relevés dans votre dossier, certaines demandes de précision ou autres. Pauline, on peut préciser aussi qu'on peut se préparer, on peut être accompagné au dossier d'expérience. Tout à fait. Et que c'est même vivement recommandé pour au moins bénéficier d'une méthodologie et d'un regard aussi extérieur, puisque c'est un exercice assez particulier, la VAE, auquel on ne se prête pas forcément tous les jours. Donc, ça permet cet accompagnement avec un accompagnateur, donc VAE spécialisé, d'avoir une méthodologie. Comment je vais pouvoir verbaliser, formaliser, mettre en mots mes compétences et comment je vais pouvoir me préparer aussi pour cet oral final. Donc ça, ce sont des accompagnements. Là aussi, je pense que le fait d'être aiguillé par un conseil en évolution professionnelle ou un point régional conseil VAE pourra vous permettre d'identifier des organismes accompagnateurs à la VAE. Une fois que votre dossier, du coup, de livret 2 a été étudié, que vous avez donc passé votre entretien avec le jury, celui-ci va délibérer et va donc soit procéder à ce qu'on appelle une validation totale, c'est-à-dire que vous allez obtenir la certification au même titre que si vous étiez passé par la case formation et que vous aviez passé des examens. Voilà, vous recevez la certification. Mais vous pouvez également avoir une validation dite partielle, c'est-à-dire que le jury peut, dans le référentiel qui a été présenté au départ, ne valider que certains modules, certaines unités d'enseignement de la certification. Si c'est le cas, ça veut dire que soit vous allez devoir fournir un travail complémentaire pour venir peut-être davantage expliciter une expérience sur laquelle vous seriez passé un peu trop rapidement, des compétences que vous n'auriez pas assez développées. Soit cela va nécessiter une expérience supplémentaire que vous n'avez pas eue et que de fait, vous n'allez pas pouvoir inventer. Mais ça peut aussi également être complété par de la formation. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être réaliser une partie de la formation pour valider le ou les modules qui vous sont demandés et qui vous sont manquants. Et puis, dans de rares cas, ça peut arriver, aucune validation, donc un refus de validation totale par le jury. Voilà, dans de rares cas, puisque c'est souvent des personnes non accompagnées, voilà, qui ont peut-être voulu faire la démarche de manière complètement indépendante et sans être vraiment informé de tous les critères qui concernent la VAE et de ce fameux référentiel de départ qui a vraiment son importance sur les attendus de la certification. Voilà, j'espère être assez claire sur ces démarches qui sont le livret 1 et le livret 2 notamment. Alors, il y a une question de Joanne qui gardait sous le coude. On te la propose, Pauline. Un particulier peut-il assumer seul l'ensemble de la démarche? Sans accompagnement par un accompagnateur, j'imagine. Oui, je pense que c'est ça, oui. Ça peut. L'accompagnement à la VAE n'est en aucun cas une obligation.
Hein, ça, c'est voilà, c'est très important de le préciser. C'est un accompagnement qui a un coût, notamment cet accompagnement VAE qui est de l'ordre de 24 heures en général, qui a un coût, mais qui peut être financé, je crois qu'on en parle juste après, de multiples façons, on va le voir. Vous pouvez, si vous pensez être en parfaite maîtrise du référentiel, avoir cette capacité à formaliser, à verbaliser vos compétences et à produire un document écrit relativement conséquent, vous pouvez tenter cette VAE sans accompagnement. Il est vrai que sur les taux de réussite aussi, j'ai pas de chiffres exacts en tête, mais on sait que les personnes qui bénéficient d'un accompagnement VAE ont plus de chances de se voir valider des modules parce qu'il y a cette méthodologie, cette manière de rédiger le dossier et de savoir ce que l'on attend de nous à travers cette démarche VAE qui est importante, voilà, avec un accompagnateur. Ouais, c'est vrai que pour préciser aussi, le jury ne doit pas avoir cette information-là, si la personne a été accompagnée ou pas, on n'a pas cette information-là. Après, c'est vrai que nous, en tant que conseillers en évolution professionnelle ou les conseillers des points régionaux conseils, vont vous préconiser cet accompagnement, comme le disait Pauline, sur la partie méthodologie, préparation à l'entretien aussi devant le jury ou une préparation de mise en situation. Donc effectivement, c'est possible de l'assumer seul, mais voilà, ça va être un choix qu'il faudra vraiment étudier. Il y a une autre question, Pauline, de Cathy. Oui. Si le jury ne valide pas, peut-on refaire une demande plus tard ? Alors, oui, ça peut être tenté, c'est-à-dire que si vous avez alors une validation à 0, c'est-à-dire aucun module qui ne serait validé, je pense que le jury va pouvoir vous conseiller aussi et vous indiquer peut-être un autre diplôme, une autre certification qui pourrait mieux vous correspondre, ou vous préconiser de repasser peut-être la VAE plus tard, lorsque vous maîtriserez davantage les compétences, si toutefois vous avez une expérience relativement courte au moment de l'entretien avec le jury. Voilà. Donc, il est toujours possible, mais je pense que il est important qu'il y ait un changement dans votre situation, puisque si à un moment donné la VAE n'a pas été validée, si aucun des modules n'ont été validés, c'est qu'il doit y avoir des manquements quelque part, des carences en termes de compétences et d'expérience. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Et oui, et d'où l'intérêt, Pauline, au départ, au début en fait de l'étude de ces certifications, de ces hypothèses de certification de VAE, de bien travailler sur le choix de la certification en lien avec vos acquis. C'est vraiment important dès le départ. Oui, tout à fait. Une autre question alors une question de Céline. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée du coût de l'accompagnement VAE? Mais je crois que c'est l'étape d'après. Oui. Le coût en particulier, non, mais les types de financement, oui. Voilà, sur le coût, je ne sais pas, Armelle, est-ce que ça dépend des régions ou autres? On est sur des accompagnements qui peuvent se situer aux alentours de 1 600, 2 000 euros pour 24 heures. T'en penses quoi? Oui, c'est ça. Et puis après, il faut penser aussi… Alors, c'est justement une chose il faut se renseigner sur cela dès le choix de la certification. C'est-à-dire qu'une certification peut avoir 0 coût, comme coûter 1 500, 2 000 ou voire plus même. En fait, ça dépend aussi des certificateurs. Donc… oui. Il y a plusieurs coûts en fait à prendre en compte lorsqu'on fait une VAE, puisque là on parle spécifiquement de l'accompagnement. C'est-à-dire l'accompagnement, c'est ce fameux accompagnateur qui pendant 24 heures va vous aider à verbaliser les compétences, à formaliser votre dossier, vous préparer à l'oral, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'accompagnement.
Mais vous pouvez avoir d'autres coûts dont parlait Armelle, qui peuvent être déjà au niveau de la demande de recevabilité du livret 1, eh bien peut-être des frais de gestion administrative, voilà, qui peuvent vous être demandés à ce moment-là. Et puis en fin d'accompagnement, donc au moment où vous allez passer devant le jury, eh bien le jury, qui sont donc des personnes qui vont vous évaluer, eh bien souvent il faut les rémunérer. Et donc, ce jury a parfois un coût aussi. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des frais annexes qui font l'objet aussi de prise en charge. Dans les types de financement, donc, pour vous permettre d'assumer et de faire prendre en charge ces différents coûts, vous avez à la fois le CPF, le compte personnel de formation, qui permet aux salariés, aux indépendants d'utiliser donc cette cagnotte en euros que vous cumulez au fil de votre expérience professionnelle. Hein. Donc, vous avez accès via le site moncompteformation.com. Alors, on n'entend plus Pauline. Je ne sais pas si c'est moi qui n'entends plus ou… Non, elle a été coupée. Elle a été coupée. Je peux reprendre le temps que la connexion soit rétablie. Donc, effectivement, Pauline parlait du compte personnel de formation. Donc, vous pouvez aller sur le site moncompte.gouv.fr. Surtout, aller vraiment sur ce site-là de manière précise. Donc, les euros qui sont acquis sur votre compte pour effectivement financer votre VAE. On vous indiquera, on peut vous accompagner sur la recherche de l'accompagnement par ce site aussi. Il y a aussi l'autre financement possible pour les salariés, donc ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. L'employeur peut accepter de prendre en charge votre projet. Il faut en parler effectivement directement une fois que vous allez avoir clairement identifié votre certification et avoir identifié effectivement aussi le coût et avoir peut-être des devis aussi à présenter. S'il accepte, effectivement, c'est l'employeur qui peut prendre en charge toutes les démarches liées au financement. Et puis, il y a aussi le fonds d'assurance formation, donc plus précisément pour les indépendants. Là, on peut être effectivement, le conseiller en évolution professionnelle peut être aussi en appui pour vous aider à l'identifier. Donc, sur le site vae.gouv.fr, dans un onglet spécifique financement. D'ailleurs, je vous ai mis dans le chat le lien également. Voilà, donc dans les différents financements possibles. Et puis en fait, après, voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter pour cette démarche et puis on échange avec vous. On ne peut pas donner, il y avait la question tout à l'heure du coût par une idée du coût de manière vraiment spécifique. On va plutôt donner une fourchette que vous donnez un coût total. Revoilà Pauline. Bonjour, petit problème technique. Voilà, donc du coup, on a parlé des financements, le CPF, le plan de développement des compétences et puis l'accès pour les indépendants aussi au FAF. Très bien. Tu en as parlé ou pas? Oui. D'accord, très juste bien. de finir là-dessus. Super. Et donc oui, concernant les financements, donc si vous réalisez votre VAE en dehors de votre temps de travail, à savoir bien lorsque vous bénéficiez d'un accompagnement, si cet accompagnement se fait en dehors des heures de travail, il n'y a pas de démarche spécifique à effectuer auprès de votre employeur et cette démarche peut donc rester confidentielle. Si en revanche vous voulez l'effectuer sur votre temps de travail, eh bien vous allez devoir obtenir un accord de votre employeur pour qu'il vous dégage des heures dédiées à cette VAE. Et vous pouvez donc lui demander à bénéficier d'un congé VAE, donc un congé de 24 heures maximum, hein, ce qui signifie aux heures d'accompagnement pour suivre cet accompagnement sur vos heures de travail. Et on passe sur le certificat CLEA, si
s'il n'y a pas de questions. Alors, je n'en vois pas, je ne vois pas d'autres questions. Alors, on avait une question, mais qui n'était pas en rapport avec la VAE, de Céline, qui voulait réaliser en premier lieu un bilan de compétences et être aussi accompagnée par un CEP, ou est-ce qu'ils doivent nécessairement utiliser leur CPF? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Je pense que la question, c'est comment on articule un bilan de compétences, un CEP et ou une VAE. Armelle? Oui, je recherchais la question du coup. Alors, comment on articule cela? En fait, si par cas, voilà, vous contactez un conseiller en évolution professionnelle, lors de ce premier entretien, on évoquera ensemble le dispositif du conseil en évolution professionnelle, et puis on échangera avec vous bien sûr sur vos attentes par rapport au bilan de compétences, et on évoquera les deux, et pour vous proposer, voir ce qui correspond vraiment à vos attentes et vos besoins. Et si par cas c'est un bilan de compétences, vous amenez si ce n'est pas précisé, vous aider à identifier les organismes qui peuvent vous accompagner. Et puis ensuite, vous amener à les rencontrer, plusieurs, pour voir un petit peu leur méthodologie de travail, voir si ça correspond effectivement à vos attentes. Et puis ensuite, en fonction de vos critères, vous allez prendre votre décision, et vous allez effectivement travailler avec la personne lors de ce bilan de compétences, ou alors, si par cas, et c'est une possibilité, vous pouvez revenir vers nous pour démarrer un accompagnement projet avec le conseil en évolution professionnelle. Et le lien avec la VAE, c'est ça, je ne retrouve pas la question. La VAE, en fait, elle peut se travailler lors d'un bilan ou lors d'un conseil en évolution professionnelle. Ouais. Est-ce que j'ai... Peut-être que dans un premier temps, c'est vrai que de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous permettre de faire un point sur votre situation, de savoir si le bilan de compétences est pertinent, si la VAE l'est également. Voilà, et de savoir comment, est-ce qu'il est nécessaire de passer par un bilan avant de faire la VAE. Voilà, mais je pense que le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous permettre de clarifier votre situation et de manière personnalisée de savoir quelle est la meilleure solution. Oui, et effectivement, ce qui est important dans la démarche VAE, et c'est ce qu'on fait lors du premier entretien, c'est qu'on évoque avec vous quels sont vos projets professionnels. C'est important, la VAE, et au sein d'une démarche, on évoque avec vous la pertinence de cela. Alors, je vais poursuivre peut-être sur... alors, il y a une question de Joanne. Personnellement, je recommande toujours aux demandeurs de formation qui me contactent de prendre attache avec le CEP en premier lieu pour apporter des renseignements utiles, voilà, selon le profil, le projet, exactement, et permettre de déterminer quelle démarche entamer pour commencer. Oui, c'est ça. On peut faire déjà un premier point ensemble, effectivement, et puis ensuite préciser. Ok, je vais parler un petit peu, le temps qu'Agnès écrive sa question, de Cléa. Hop. Donc, on vous proposait de parler de la validation des acquis, aussi du certificat Cléa, qui est un autre dispositif, effectivement, qui permet de prendre en compte ces compétences et les valoriser. Donc, Cléa est un certificat de connaissances et de compétences accessible à toute personne qui n'a pas de diplôme. Comme vous le voyez sur le schéma, il y a 7 champs de compétences utiles dans la plupart des situations professionnelles, et l'objectif, c'est bien de vous proposer une évaluation sur ces 7 champs. Donc le premier champ, c'est s'exprimer en français, communiquer à l'oral et à l'écrit. Le second, utiliser les règles de base en calcul et d'avoir le raisonnement mathématique. En troisième lieu, effectivement, utiliser les techniques de l'information, la communication numérique. En 4, travailler dans le cadre de règles d'un travail
en équipe. En 5, travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel. En 6, apprendre à apprendre tout au long de la vie. Et en 7, maîtriser les gestes et les postures, respecter les règles d'hygiène, de sécurité et environnementale. Vous voyez, c'est vraiment le socle de connaissances CLEA, les compétences accessibles à toute personne. C'est une évaluation. Vous avez, alors peut-être on pourra le mettre en... Ben voilà, vous l'avez ici. Trouver un évaluateur, vous pouvez aller sur le site certificat-clea.fr. C'est effectivement une démarche très importante quand on n'a pas de diplôme, puisqu'elle est reconnue au niveau des professionnels et des entreprises. L'objectif, effectivement, alors c'est un parcours en plusieurs étapes, hein. Il y en a 4 principales. Il y a d'abord un premier rendez-vous pour un entretien, pour évaluer avec vous effectivement la situation et les possibilités. Ensuite, il y a 2 sessions d'évaluation de 2 heures proposées. Et puis ensuite, le conseiller l'évaluateur va exploiter les résultats et vous proposer effectivement une restitution qui va être individuelle, bien sûr. Et en fonction des résultats, va vous proposer peut-être de renforcer les compétences par le biais d'une formation. Et si vous obtenez des très bons résultats, effectivement, il n'y a pas besoin de passer par une nouvelle étape et donc vous obtenez ce certificat CLEA. Le certificat CLEA est éligible au financement CPF. Donc, vous pouvez passer aussi par le site moncompteformation.gouv.fr. Donc, voilà la thématique, les 2 thématiques proposées, VAE et CLEA, qui sont effectivement 2 thématiques importantes sur la valorisation des compétences et de son expérience professionnelle dans un projet et dans un but de valorisation aussi de son parcours. Peut-être il y a des questions en lien. Alors, il y en avait une que je reprends qui concernait la VAE, à savoir est-ce qu'il y a un âge limite d'éligibilité pour faire une VAE? Non, il n'y a pas d'âge limite. Non, il n'y a pas d'âge limite. Et pour avoir été une fois jury sur un titre professionnel, j'avais une personne qui s'était présentée à quelques mois de sa retraite. Parce que alors c'est pour parler de la motivation, effectivement des motivations les plus importantes pour cette démarche-là. Et effectivement, la motivation de reconnaissance personnelle et professionnelle était très importante. Et les filles, il y avait une deuxième question. Peut-on faire appel à un CEP en étant en arrêt maladie dans le but d'anticiper un licenciement pour inaptitude? Tout à fait. On peut faire appel à un conseiller en évolution professionnelle du moment où l'on est sous contrat de travail. Donc, étant en arrêt maladie, vous pouvez bénéficier de ce service. J'en profite pour compléter qu'une prochaine date qui n'est pas encore annoncée, le 11 avril, les lundis du CEP, traitera de la thématique de l'arrêt maladie et du CEP. C'est parfait. Est-ce vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, il y a une réponse à une question. Le CEP peut également vous accompagner si vous démissionnez. Si vous démissionnez, si vous envisagez. Si vous envisagez. Voilà, c'est ça. Si vous projetez, oui. Le conseil en évolution professionnelle, effectivement, est au cœur de toutes ces thématiques-là, de vos projets. N'hésitez pas à appeler effectivement le numéro unique qui est proposé là sous vos yeux. Donc, le 09 72 01 02 03. Et puis, vous pouvez aussi accéder à différentes informations et d'autres webinaires, justement, aussi sur différentes thématiques sur le site monservice.cep.fr.
Je vois également une question. Le FLE, français langue étrangère, fait-il partie des compétences CLEA? Non, le FLE n'en fait pas partie. On est vraiment sur voilà, sur un certificat qui est différent de celui du FLE, sur du certificat CLEA. Oui, on a vu la partie langue écrite orale, il fait partie d'un des champs de compétences. Voilà. L'animateur CEP, c'est important de prendre rendez-vous avant de démissionner. Oui, bien sûr. Oui, il faut le repréciser effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, quelqu'un qui dit « J'ai eu le cas récemment d'une démarche réalisée après signature de démission. C'est beaucoup plus compliqué pour l'accompagnement après. » Oui, une fois qu'on a posé sa démission, c'est un petit peu… ça peut être compliqué. En tout cas, si vous avez envie de cesser votre activité professionnelle, on va le dire comme ça, vous pouvez, que c'est quelque chose auquel vous pensez, c'est bien de l'anticiper, de prendre rendez-vous avec un conseiller pour savoir ce qu'il est possible, comment on peut rompre un contrat de travail, puisqu'il y a un dispositif de démission-reconversion qui fait partie des solutions qui peuvent être envisagées, mais il y a des conditions d'éligibilité et il y a un dossier à constituer. Donc voilà, ça fait partie d'une des requêtes, j'allais dire, que vous pouvez avoir envers votre conseiller CEP, mais le conseil en évolution professionnelle, je pense qu'il est vraiment plus large au niveau de la situation pro, puisque ça peut être aussi bien, voilà, je veux quitter mon emploi, que je veux évoluer au sein de mon entreprise. Ça arrive aussi. Je recherche un emploi. Ça, c'est intéressant aussi quand on a besoin de travailler sur ces techniques ou ces outils de recherche d'emploi. Lorsqu'on a envie de se réorienter professionnellement. Enfin, voilà, les thématiques sont très vastes et il y a beaucoup de champs de compétences sur le conseil en évolution professionnelle. Oui, il y a un lien sur un webinaire d'un lundi du CEP sur la démission pour changer de vie, comment faire. N'hésitez pas effectivement à le visionner. Il y avait une autre question de Marie. Que conseillez-vous pour accompagner un bénéficiaire qui a besoin du FLE? Alors là, ça va être spécifique en termes. Là, on n'est pas tout à fait sur la valorisation des compétences et de la certification. Donc, tout ce qui concerne le FLE, il y a des diplômes qui sont spécifiques, des diplômes spécifiques donc à la maîtrise du français langue étrangère. Il peut y avoir des cours aussi qui peuvent être mis en place avant l'obtention d'un certificat spécifique au FLE. Donc, ça, je pense que ça peut, c'est vraiment au cas par cas. C'est pas trop l'objet aujourd'hui, mais ça peut être une personne peut tout à fait prendre rendez-vous aussi. La clé d'entrée étant qu'elle soit salariée ou indépendante, peut prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour étudier sa situation en particulier et savoir ce qu'il est possible d'utiliser. Ok, Pauline. Et du coup, j'étais en train de relire la question de Céline, c'était la question de l'ordre de priorité entre le bilan de compétences, la VAE. En fait, effectivement, il n'y a pas vraiment d'ordre de priorité. On peut s'engager sur la démarche VAE sans avoir effectué un bilan de compétences. Et on peut s'engager sur la VAE. Comment dire, dans tous les cas, il faut que le projet soit bien défini. Voilà. Et c'est vrai, si par cas, c'est pas très précis, à ce moment-là, on peut orienter vers un bilan de compétences ou de préciser les choses avec un conseiller en évolution professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la VAE, sur CLEA? Il y a une autre question qui ne concerne pas la VAE ni CLEA, qui demande s'il est possible de démissionner pour créer son entreprise. Donc, j'anticipe votre question. Oui, c'est le dispositif démissionnaire. Oui, donc sous certaines conditions, toujours. Voilà, donc avant de démissionner, contactez un conseiller en évolution professionnelle pour avoir un premier rendez-vous.
qui permettent de poser votre situation, de faire l'état des lieux et ensuite de vous informer sur tout le dispositif, comme le disait Pauline. Voilà, mais en fait, pour démissionner, il y a 2 options dans le dispositif reconversion. C'est démissionner pour intégrer une formation ou créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Oui, ce sont les 2. Mohamed qui nous dit « Il ne faut rien faire sur un coup de tête ». C'est mieux. Oui, pour rebondir, l'appui avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est bien de vous amener à expliciter la situation, de vous amener toutes les informations nécessaires à votre prise de décision éclairée et rationnelle aussi. N'hésitez pas, c'est d'autres questions spécifiques sur la VAE et Cléa. Donc, Marlène disait qu'effectivement, le webinaire sera accessible, je crois, dès cet après-midi sur Facebook, sur les réseaux. Voilà, les replays des émissions sur le chat en accès. N'hésitez pas à le revisionner ou alors n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle. Quelle que soit votre situation, votre démarche dans la VAE, ça peut être effectivement au début un questionnement, prise de renseignement, on va dire, sur ce dispositif. Mais ça peut être effectivement au cœur d'un projet et un vrai, voilà, une réelle démarche d'engagement sur la VAE. Il y a Sata. Si on a le bac, c'est possible de prétendre au dispositif Cléa? Non. Non. Le dispositif Cléa s'adresse vraiment aux personnes qui n'ont pas de diplôme. C'est pour permettre d'avoir, de prouver, j'allais dire, de justifier de ses compétences auprès d'un employeur en lui indiquant qu'on a un socle de compétences et de connaissances qui permettent finalement d'évoluer en milieu professionnel, voilà, de rassurer un petit peu l'employeur. Donc, ce certificat Cléa s'adresse aux personnes qui n'ont pas de diplôme, pas de niveau reconnu. Après, peut-être la question sous-jacente, c'est si vous avez le bac et que vous pensez qu'il y a peut-être, vous avez des manques sur certains points, sur certains champs de compétences, ça peut être réfléchir à cela avec un conseiller en évolution professionnelle pour accéder à une formation, peut-être une remise à niveau, ça peut être ça aussi. Alors... Même question que pour la VAE, est-ce qu'il y a un âge limite pour participer à un certificat Cléa? Non, pas d'âge limite. Pas à ma connaissance, non. Non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a Agnès qui est en train de taper, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, j'ai été ravie de présenter Cléa, dispositif Cléa et la VAE avec Pauline, en appui avec Marlène. Merci beaucoup. Également. Et peut-être à très bientôt sur d'autres réseaux et sur d'autres webinaires. N'est-ce pas, Pauline? Avec grand plaisir, oui. C'était très intéressant. Merci à tous pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à consulter également les webinaires qui peuvent vous intéresser par rapport aux thématiques qu'on a entendues. Voilà, vous trouverez d'autres replays de webinaires qui peuvent vous intéresser. Merci à tout le monde. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.